sur la prochaine. Voilà. On va faire ça, voilà. Je vais ranger mon petit t-shirt, voilà. Youp! Là, je vais aller voir mon couturier pour ma robe. Je vais mettre 2 tenues pour le concert. Ah, vous avez déjà... Ah, mon tour de chant, on est en plein dedans, là, c'est déjà la rentrée pour moi. Ben attends, j'ai des dates là à faire, mais j'ai répétition sortant en septembre, et puis toute la promo. Ouvrons la fenêtre, et tourne bien, et voilà la fenêtre, et les sons. Tout s'enchaîne parfaitement. Tout s'enchaîne. C'était merveilleux. Nicoletta, bonjour. Bonjour. Nicoletta, tout d'abord, merci de nous recevoir chez vous. C'est un privilège, je pense que les internautes sauront apprécier votre générosité. Vous accueillez souvent des journalistes chez vous, vous ouvrez souvent. C'est ma roulotte ici, cette pièce. C'est ma pièce musicale, j'ai mon petit studio ici. J'ai mon 12 pistes avec un micro et mes baffles et je mets la basse orchestrale en MP3 et je travaille, oui, parce qu'il y a une hauteur de plafond intéressante. Mon piano est là, moi j'en joue très mal, mais mon pianiste vient avec mes 4-5 choristes, on se fait des petites répétitions de voix ici, tous ensemble. Puis après on pousse la table contre le mur, je refais un petit buffet, on écoute de la musique, on fait des bofs, on s'amuse. Et comme je suis au dernier étage, et que mes voisins du dessous sont beaucoup en voyage, on peut en profiter et chanter comme des abrutis que nous sommes, haut et fort, avec joie et force, etc. Voilà. Alors Nicoletta, vous préparez actuellement le spectacle de l'Alhambra. Oui. Vous y travaillez régulièrement. Organisation, puisque nous allons filmer, faire une captation pour enfin sortir mon premier DVD, les enfants. Puis tant que j'attends. Pourquoi il n'y en a pas eu jusque-là? Mais parce qu'il faut de l'argent, cher ami, qu'il n'y a qu'une artiste dans la production, ça prend plus de temps qu'une autre production qui a 10 artistes à faire travailler. Donc il y a moins de rentrée d'argent, moins de bénéfices, et on va doucement, mais sûrement. Donc nous préparons ça, et je suis très heureuse d'avance. On va faire un final gospel, je retravaille des anciennes chansons que mes fans, les vrais, vont être heureux de retrouver. Il y aura de nouveau de l'orgamon dans les arrangements. Je vais faire beaucoup à un moment donné de sons 70 pour bien marquer mes débuts. Enfin bref, je ne vais pas dévoiler tous les secrets. Alors c'est un anniversaire aussi, c'est l'anniversaire de vos 42 ans de carrière. On a mis 40 ans de scène parce que je n'aime pas trop le mot carrière. Je trouve qu'il va bien avec l'industrie du disque, mais pour la scène, je pense qu'il faut garder le mot scène. C'est 40 ans de scène. J'ai fait quand même, je ne sais pas, au moins 5000 concerts en 42 ans. On a eu des années où notre génération, pendant 10-15 ans, on faisait 250 concerts par an. Donc l'époque a bien changé, n'est-ce pas? Mais on est beaucoup plus nombreux, donc il faut se partager les endroits pour chanter. Mais je suis très très heureuse d'avoir fait partie de cette génération qui a, comment dirais-je, nous on a créé l'âge d'or de la chanson. C'est notre génération qui a rapporté beaucoup d'argent et qui a permis à l'industrie du disque de grandir. Et tant mieux, là elle est en pleine mutation, je ne sais pas ce que ça va devenir, l'industrie du disque. Mais enfin elle existera toujours, il faut bien qu'il y ait des souvenirs. Même si on se sert d'internet, n'est-ce pas, pour vendre de la musique, il faut quand même qu'elle existe. Donc il faut des producteurs et il faut des industriels. Je ne suis pas contre, attention, hein. Mais ça va évoluer encore, je pense. En tout cas, vous êtes quelque part novatrice, puisque vous avez toujours fait énormément de scènes, vous continuez à en faire toujours beaucoup, et l'avenir des artistes est plutôt axé sur la scène que sur le disque aujourd'hui. Non, c'est les maisons de disques, c'est-à-dire c'est les multinationales qui ont compris qu'ils pouvaient faire de l'argent sur les mômes en les mettant sur scène. Puisqu'ils vendent moins de disques, ils essaient de se rattraper dans les zéniths, les palais des sports et les grands stades. Ça fait de la recette, cher ami. Donc s'ils peuvent aussi en prendre en passant sur le spectacle vivant, ils ont enfin compris. C'est une chose que je comprends. Moi, je ne comprends pas très bien. Je croyais qu'il y avait une loi antitrust en France, mais je ne suis pas commerçante. Je ne sais pas comment marchent les lois avec le ministère du Travail, mais je ne comprends pas très bien qu'une multinationale étrangère arrive à avoir une licence de producteur française. J'aimerais qu'on m'explique comment, mais ça c'est un autre débat. On n'est pas là pour parler de ça. Alors évidemment, maintenant, aujourd'hui, les jeunes chanteurs signent dans un label et puis se retrouvent point moins liés pour faire la scène dans le même label, qui les met avec n'importe quel producteur, que la scène est un acte tout à fait personnel et on s'engage à vie. C'est l'éthique de ce métier, c'est la vraie formulation, c'est la vraie rencontre, c'est le vrai souffle, c'est la vraie vie, c'est la musique vivante, c'est le spectacle vivant, c'est un vrai rendez-vous entre le public et l'artiste. Il n'y a plus d'écran, il n'y a plus d'intermédiaire, on lâche les gens sur scène. Et allons-y, on doit rendre les gens heureux pendant 1 heure ou 2. Bon voilà, et je vois pas trop ce que les maisons de disques font là-dedans, ils ne savent pas ce que c'est que de faire de la scène, ça n'a rien à voir avec le studio. Alors Nicoletta, parlons de l'artiste tout d'abord.
L'idole des idoles, c'est comme ça que Oh, vous ça avez c'était surnommé. très mignon. C'était quand j'ai sorti mon premier album, comme tout le monde me voulait en tournée, Monsieur Black a dit on va faire des PLV, l'idole des idoles. Parce que Nino Ferrer me voulait, Guy Marchand écrivait pour moi, ils étaient tous en train de vendre beaucoup de disques à l'époque. Et Johnny m'a pris en tournée, Di Michel m'a pris en tournée, Adamo qui était numéro 1 m'a fait débuter, je suis parti avec Beko. Donc comme tous les artistes en place m'aimaient beaucoup, entre guillemets, ils désiraient tous me voir chanter en vrai, ils trouvaient que j'avais une voix étonnante et fracassante, ce qui est un peu le cas quand même à mes débuts, je chantais vraiment ouais fort, j'avais la santé. Et c'est vrai que par rapport à mes amis chanteuses de l'époque qui ont fait le gros du yéyé, tu prenais Françoise, tu prenais Sylvie, tu prenais Sheila, tu prenais la petite France Gall, moi j'arrivais... J'étais vraiment le rang-outan, quoi. ça fait une espèce de force quand je suis arrivé. Et je suis surtout arrivé en même temps que Mireille Mathieu, et je n'avais pas cette connotation de chanteuse qui venait de l'époque de Piaf. Moi, mon école, c'était Mahalia Jackson, Ella Fitzgerald, Ray Charles, Elvis. Mon grand Dieu, dès l'âge de 14 ans, c'était mon Elvis, quoi. Moi, Elvis... Plus avec une culture anglo-saxonne que française. Tout à fait, tout à fait. Et surtout de la musique noire. J'avoue que très tôt, j'ai aimé le blues, j'ai aimé le rock'n'roll, le rockabilly, j'ai aimé le rock'n'roll de Little Richard, j'ai aimé... Et vraiment la musique black, la musique soul, et le jazz, et le blues, et le gospel, ça a été pour moi... quelque chose qui m'a donné la chair de poule dès que j'ai mis 20 centimes dans le jukebox. On mettait 20 centimes dans le jukebox à l'époque, à la plage. Donc voilà. Et mon premier disque, j'ai ramassé 50 enveloppes de chewing-gum Hollywood chez ma marraine, qui était boulangère pâtissière. Je l'ai ramassé devant la boutique. Et t'en envoyais 50. Tu l'envoyais aux États-Unis, tu recevais un 45 € en contrepartie. J'avais pas de tes pas. Mon premier disque, je l'ai eu en envoyant 50 petits enveloppes de chewing-gum. C'était quoi votre premier disque? Take 5, take 1 and take 2. Ta-da, ta-da, c'était connu, hein. Ta-da, un orchestral magnifique où on faisait le Madison avec de la mémé, on faisait le Madison. C'était sympa. Alors voilà. on parlait l'idole des idoles, donc. Oui, alors l'idole des idoles, c'était pour une publicité de vente de mon premier album avec des plus-values qui mettaient l'idole des idoles. Moi, ça me faisait rigoler. Ceci dit, ce n'est pas démérité, puisqu'on va en profiter pour le rappeler, parce que finalement, les gens l'ont un peu oublié quelque part, ou du moins certains. Vous avez été l'idole d'une certaine façon de Ray Charles, qui oui, vous a demandé, je l'ai rencontré à ce premier album à Montréal et il a voulu faire Il aimant le soleil en anglais, chose qu'il avait promis et qu'il a faite. Et je raconte ça aussi dans le livre. Quand je rencontre Pierre Delanoë, l'auteur de la chanson, et Hubert Giraud, pour ne citer que mes deux, c'est les plus grandes chansons. Pour moi, Hubert Giraud, Pierre Delanoë m'ont donné les deux joyaux. Il aimant le soleil, il y a quelques années plus tard, Mamie Blue, j'ai eu une chance. Bon. J'avais peut-être aussi la formulation vocale pour faire Mamie Blue. On est obligé peut-être de penser un peu à moi quand tu as ce genre de chanson. Bref. Et je me souviens, je dis à Pierre Delanoë, j'arrivais de New York, ah dis donc, Ray Charles, il va faire ta chanson en anglais. Il aimant le sait. Il me regarde et il me dit, et mon petit, faut te reposer, c'est bien le succès, il ne faut pas devenir mythomane comme ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Je t'assure que c'est vrai. Allez. C'était l'époque où My Way venait d'être fait en anglais. Absolument. Et c'était comme un miracle. Alors moi, quand il revient à New York et qu'il leur dit Ray Charles va faire, elle est devenue cinglée, la gamine. Et 6 mois plus tard, je reçois un coup de fil de Pierre. Bon, alors Ray Charles s'est appelé Yale. Oui, effectivement, l'éditeur m'a dit, il va sortir la chanson, tu peux me présenter. Ils m'appelaient tous de chez Bar. Tu vas me présenter Ray Charles. Alors là, je frimais quand même, je bichais. J'étais la petite sœur de Ray Charles, là. Mais il m'intimidait beaucoup, Ray Charles. C'était quelqu'un... Moi, le gros talent m'impressionne et m'intimide. Et j'ai compris parfois pourquoi des jeunes gens, des jeunes filles, quand j'étais beaucoup plus jeune, tremblaient en me rencontrant, en demandant un autographe. Moi, je tremblais devant lui. Donc, l'émotion, quand tu rencontres quelqu'un que tu as tellement admiré depuis longtemps, t'en reviens pas d'être devant, quoi. Et je me suis mis à la place souvent de ces petits fans qui me regardent comme ça et ça me touchait beaucoup parce que ça me rappelait mon état d'esprit quand j'ai rencontré justement mon idole, Ray Charles. Lorsqu'il vous est arrivé une chose pareille, c'est-à-dire être demandé par une star internationale, est-ce que déjà on n'a pas quelque part tout prouvé? Non, on n'a rien prouvé du tout. On est simplement rassuré sur son sens en disant, ben, s'il m'écoute, s'il pense que je suis valable, c'est preuve que je peux aller loin. Ça te donne un coup de boost, c'est-à-dire du gain, tu as envie d'y aller, quoi, parce que tout d'un coup tu es rassuré. Parce que quoi qu'on fasse dans la vie quand on est jeune et qu'on commence le chemin de sa vie professionnellement et qu'on s'engage dans une passion,
que ce soit de la peinture, de la danse, du théâtre, du cinéma, la photo, ou comme vous, intervieweur, journaliste. C'est difficile de se prendre par la main, de croire vraiment à soi à 100%. On a beaucoup de doutes, surtout quand on a 20 ans. Et quand un grand comme ça te dit « Allez mon petit, vas-y, t'as quelque chose, tu peux le faire », eh ben, tu t'endors le soir un petit peu aguerri de tes peurs et tu te dis « S'il le pense, c'est peut-être vrai que je suis valable ». Donc tu es rassuré. Et c'est vrai qu'un jeune a besoin d'un regard sur lui ou d'une écoute. Quoi que tu fasses, ça peut être un professeur, ça peut être un grand frère, ça peut être un de tes parents, ça peut être un voisin qui t'a vu grandir et qui te respecte. Quelqu'un qui a senti chez toi cette chose intérieure qui fait que tu veux faire quelque chose de ta vie. Et si tu n'as pas des préceptes, tu n'as pas des maîtres, des gens qui disent vas-y, c'est pas facile tout seul. C'est pas facile de se surestimer. C'est pas facile de se dire je suis la plus belle, je suis la plus grande, je suis la meilleure, je vais y aller. Non, c'est pas facile. Mais si tu as ce poids de l'amitié, du respect de quelqu'un qui est grand, que tu considères comme immense, qui était le cas pour moi pour Ed Charles, tu te dis s'il dit que c'est bien, c'est peut-être que je suis valable quand même, je vais continuer, puis je vais m'appliquer, puis je vais m'accrocher, puis je vais y aller, quoi. Je vais lui prouver qu'il a raison d'avoir confiance en moi. C'est aussi un peu ça le retour, de se dire, il a confiance en moi, je vais lui prouver qu'il a raison. Alors vous dites dans votre livre que vous êtes énervé par le fait que certains croient que c'est vous qui avez adapté la chanson. À l'époque, c'est fini maintenant. À l'époque, au début des radios libres, j'entendais les gamins qui amenaient leurs disques, et maintenant Nicoletta qui a repris la chanson d'André Charles. Ça me faisait de la peine pour le patrimoine français, c'est même pas pour moi. C'est français. Bien sûr. Voilà, rendons à la France ce qui était à la France, comme on dit, hein. Rendons à César ce qui était à César. Voilà, c'est tout, mais bon, c'est un petit propos comme ça dans le livre, c'est anecdotique. Maintenant, ils ne le font plus, les gens le savent. Non. Je me souviens au début des faits, mais les gamins, ils ne savaient pas. Donc vous démarrez à l'époque, le premier disque, vous le faites en 66. Ouais, j'enregistre en 66 et il sort en février 67. Vous étiez dans quel état d'esprit? Vous vous projetiez dans l'avenir comment? Rien du tout, je continue à travailler parce que à nos débuts, on n'avait pas un chèque de Star Academy, nous, hein. On n'avait pas de pognon, on payait notre hôtel tous les 8 jours et il fallait pleurer pour avoir une avance puisqu'on valait rien du tout. Justement, Eddie Barclay va vous en donner une d'avance. Ah ouais, ça fois, même les a repris. On n'a pas fait cadeau à la signature. Hein, je les ai retrouvés sur mes avances de royauté. Et c'est là que j'ai compris qu'il était un redoutable homme d'affaires. Il n'y a pas de sentiment et pas d'état d'âme dans les affaires. Et puis c'est son rôle. J'ai aimé Eddie pour d'autres raisons. Je n'ai pas aimé l'homme d'affaires, mais j'ai aimé l'homme qu'il était. Et toute cette amitié qu'il m'a consacrée avec les années. Et c'est vrai qu'Eddie nous manque parce que M. Barclay. C'était un phare dans ce milieu, c'était quelqu'un de flamboyant. Moi, je l'appelais toujours notre petit Walt Disney. Et je n'ai qu'un regret. On ne lui a jamais donné la médaille de chevalier arts et lettres, et je trouve qu'il les mérite, parce que c'est lui qui vraiment a mis la chanson, qui a fait l'âge d'or de la musique en France. C'est lui qui a ramené les presses du micro-sillon en France aux années 55. On l'appelait d'ailleurs l'empereur du micro-sillon à l'époque. Et c'est lui qui a signé Brel, c'est lui qui a signé Ferré, c'est lui qui avait Nougaro, Dalida. Il avait des artistes extraordinaires. Et surtout, il savait être patient. S'il avait un artiste qui avait un certain esprit musicalement, si dans ses auditions on lui envoyait quelqu'un qui ressemblait à un autre artiste qu'il avait déjà dit non, je ne peux pas la signer. Moi, je me rappelle, on voyait des filles qui chantent un peu comme moi. On dit non, je ne peux pas, j'ai dit que l'État. Ah non, la voix, on est déjà un. Il savait respecter le côté personnalité de chacun de ces artistes. Qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on clone beaucoup. Quand il y a une chose dans le vent, c'est-à-dire quand c'est dans l'air, quand il y a un style musical qui est dans l'air, tu as 10 chanteuses qui vont faire la même chose. Et dans le même label. C'est quand même incroyable. Ils s'entrechoquent entre eux. J'arrive pas bien à comprendre ça. On a beaucoup critiqué Eddie Barclay pour son côté clinquant. Je l'aimais bien, moi, son côté bling-bling, son côté Walt Disney, justement, les vestes à fleurs, les cigares, les petits pompes, les petits foulards. Il était toujours très élégant et il aimait s'amuser. Attends, quand tu voyais Eddie Barclay déguisé en bonne femme pour copier le mariage de Leluron, ou alors au mariage de Leluron, c'était mis en bonne femme, avec ses moustaches et son cigare, la perruque de travers. Il avait de l'humour quand même, il avait de l'humour. Aujourd'hui, je ne pense pas que les grands PDG des maisons de disques ont de l'humour. Mais ça, c'est un avis tout à fait personnel, ou alors ils le montrent en privé. Mais derrière leur bureau, ils sont pas drôles. Tandis qu'il dit, même derrière son bureau, qu'il pouvait le faire rigoler. Hein. Et pourtant, professionnellement, vous allez le quitter, enfin, vous allez vous séparer professionnellement. Je ne me suis pas séparé de lui, il a vendu sa compagnie. Il a vendu sa maison, disons qu'on s'est tous retrouvés à la rue. En 78, 79. Absolument. Ouais. Mais moi, je vivais à Genève à l'époque, j'étais marié. Donc, j'ai pas fait de vagues.
puisqu'Alexandre est né en 79. J'ai attendu mon bébé. C'est Charles Aznavour qui me l'a annoncé. Et je suis oui, c'est Charles qui me l'a annoncé à Saint-Tropez. Et j'ai ressorti un disque. Une fois que mon fils est né avec la chanson de Dabadi, un homme que je lui ai fait faire, je lui ai téléphoné, j'ai fait moi une chanson sur les angoisses secrètes et toute permanente, une jeune maman, une nouvelle maman. Et il a été merveilleux, il me l'a écrit en une nuit. En une nuit. Le lendemain matin, elle était faite, la chanson. Cette chanson est très émouvante. Oh, je l'adore. J'adore cette chanson, la chanson de mon Titi. Il vous en parle, votre fils vous parle de cette chanson? Non, mon fils est très pudique, ne me parle jamais de mes chansons. Nous parlons musique ensemble, mais on ne parle pas de mes chansons. Il ne parle pas de mon travail. La seule chose qu'il m'a dit l'autre jour, j'ai trouvé ça très touchant. Il m'a dit, écoute maman, je devais avoir un petit peu le moral en baisse. Il me dit, Gustin, t'as pas aujourd'hui. Oh, j'en ai marre. Il me dit, mais maman, tu te rends pas compte, mais c'est un exploit ta vie. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Tu te rends pas compte la carrière que tu fais, mais quand je pense, hein, t'es venu à Paris 15 francs poche, mais c'est un exploit déjà tout ce que t'as fait. C'était trop chou, je lui ai fait un gros bisou. Il a beaucoup de pudeur. On est fusionnels, bien sûr, mais je suis quelqu'un qui a toujours voulu que mon fils soit un homme libre. Et ça depuis qu'il est bébé. J'ai toujours élevé mon gamin comme un individu à part entière. Et même parfois, je le regarde aujourd'hui, il a 30 ans. Je dis, c'est pas vrai que c'est mon fils, c'est pas moi qui ai fait ça. Et je suis encore étonnée d'avoir ce jeune homme devant moi. Parce que il remplit bien mes espoirs. Je pense qu'il va bien, qu'il est bien dans ses guêtres et qu'il a compris beaucoup de choses de la vie. Et je le lâche, moi je le laisse vivre. Il vient me voir, il me téléphone, il m'invite à déjeuner tous les deux avec sa fiancée. Et je ne suis pas maman sur le dos, je le fais exprès, comme ça il m'appelle. C'est stratégique. Mais oui, c'est stratégique. T'es toujours sur eux, après ils en ont marre, ils te fuient. Donc je fais attendre 15 jours des fois. Et il est mignon. Et puis j'aime beaucoup sa fiancée, Marie, qui est musicienne, qui joue du piano, qui a une licence de musicographie, s'entend très bien, ils ont une passion commune qui est la musique. Lui, il a fait l'école de la SAE, il est preneur de soins informatiques. Non, alors je suis contente, ça va bien. Vous avez essayé de lui donner quelque chose de particulier que vous n'aviez pas eu dans votre enfance? Oui, des cours de ski dès l'âge de 3 ans. Parce que ma famille n'est pas moi un pays du ski, on était 3 filles. Ma tante, ma jeune sœur et moi, donc s'il fallait offrir du ski à une, il fallait offrir aux deux. Donc on faisait de la luge, n'est-ce pas? Surtout après la guerre, ça coûtait très cher le ski, il n'y avait que les chicos qui en faisaient, les fils à papa, comme on disait. Et c'est vrai que j'ai inscrit Alexandre dès l'âge de 3 ans chez Isabelle Mirani, fameuse, excusez-moi du peu, hein, j'ai choisi les meilleurs profs au monde, qui avait ouvert cette école à Voria. C'est comme on vivait à Genève, j'avais loué un appartement aux Intrets pendant 5 mois. J'ai dit, oh, l'école primaire, 3 ans, allez, ça va, la maternelle, je préfère qu'il soit sur les skis. Et c'est un skieur extraordinaire. Il ne manque pas chaque année de partir avec ses meilleurs copains en février, se faire leur semaine de ski. Il paye à 4 appartements, parce que nous, les mamans, au fur et à mesure qu'il a grandi, on se mettait plusieurs mamans et on payait l'appartement à 4. Comme ça, tout est moins cher. Tout est beaucoup moins cher. Alors on leur louait un meublé, pas de modèrement de pente, etc. Et maintenant, il fait des monoskis et il m'inquiète. Attends, le mono, il faut le faire, hein. Je veux pas voir. Mais bon, je sais qu'ils s'amusent bien avec leur monoski. J'aime pas trop ça. Alors donc on a parlé de votre fils et de l'éducation que vous lui avez donnée. Oui, mais il a fait un collège privé, lui. International, à Genève. Moi, j'ai fait des collèges forcés. C'est pas pareil. J'ai fait des couvents forcés, moi. Justement, vous avez voulu, parce que vous n'aviez pas eu ça, lui donner le meilleur. Non, moi j'avais dit, oh là là, jamais je mettrais mes enfants internes. Tu parles, arrivé à 11 ans, 11 ans et demi, j'avais besoin de travailler. Et on s'était séparés depuis qu'il avait 8 ans. C'était difficile pour moi d'être et le père et la mère à la fois. J'ai dit à mon ex-époux, dis donc, je te mets Alexandre dans les pattes, on met interne à Genève, comme ça, quand je bosse, tu le prends. Le vendredi, puis tu le remets lundi au collège. Et moi, tu me le mets dans l'avion quand je bosse pas. Puis on s'est partagé comme ça la garde conjointement, quand on voulait, comme on voulait, il n'y a eu aucun souci. Et on l'a mis à Florimont, qui est un excellent établissement international. Et j'ai bien fait parce qu'il en a gardé un très grand sens des valeurs. Et quand on travaille beaucoup, que ce soit mon ex-époux ou moi, on a quand même les moyens de pouvoir payer une école merveilleuse. Et j'y tenais beaucoup à ça. J'y tenais beaucoup. On ne peut pas tout donner à nos enfants. Tu ne peux pas être au boulot et les éduquer. Donc la société peut t'aider. Si tu as un peu de sous, moi je travaille. J'ai dit, bon ben, je dois consacrer un peu de mon budget. Et mon ex-époux surtout a beaucoup donné. J'ai pas de pension. Moi j'ai dit, non, collège. Il faut payer les études.
et les billets d'avion pour le ramener. Et je regrette rien du tout. Plus les stages de ski, quand je ne pouvais pas le garder, ni mon ex-époux, ils s'inscrivent au ski, au collège. Ben oui, parce qu'ils avaient un chalet à Contamine-Montjoie et plusieurs élèves s'inscrivaient. Donc, un bon petit Suisse savoyard, bon skieur. Alors c'est un bon enchaînement pour parler justement de vos origines et de votre enfance. Ah ben, Haute-Savoyarde. Exactement. De la Haute-Savoie. De la Haute-Savoie. Oui, parce que c'est un autre département. Les gens disent Savoie. Non, Évian, c'est en Haute-Savoie, c'est pas en Savoie. Je suis Thonon. Et vous tenez véritablement. Je suis Thonon-les-Bains, j'habite en Trévian et Thonon. Et j'en viens, là, j'ai chanté à la salle Ostroprovitch samedi. Hein, j'adore ma région, je suis une malade de ma région. Mon lac Léman, il n'y a rien de plus beau. Avec tous ces canards, tous ces cygnes, tous ces beaux bateaux à vapeur. Et cette beauté de ce lac qui a été complètement épuré, avec le Rhône qui le traverse. C'est une belle région, c'est une belle région. Votre enfance dans cette belle région n'a pas été non, j'ai une enfance familiale étriquée, mais elle était heureuse quand même. Je le dis dans le livre. Vous savez, être heureux, qu'est-ce que c'est? C'est manquer de rien. C'est de se sentir encadré, de se sentir aimé. Hein? Quand ma grand-mère, j'ai mis ça dans mon livre, parce que ça me touchait toujours. Où elles sont encore parties. Dans la neige, on partait, se rouler dans la neige. Les premiers jours de la neige, on mettait d'autres empreintes. On se faisait disputer, là, pour qu'on attrape la grippe. Bon, elles nous mettaient nos écharpes. Venez ici, vous attrapez froid. Elles nous vérifiaient si on était bien emmitouflés. Des écharpes qu'elles nous tricotaient, hein, les chaussettes, 4 aiguilles. Et ça, c'est de l'amour, ça. C'est pas parce qu'on dit pas je t'aime toute la journée à un enfant qu'on ne l'aime pas. C'est par les soins qu'on lui accorde, qu'on se rend compte qu'on est aimé et protégé. Et nous avons eu cette protection en famille. Il n'y a pas de mots d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, hein, je crois. Si, il y avait des petites câlineries quand même le soir quand on était petit. Puis moi j'ai des souvenirs de ce grand baquet qu'on mettait dans la cour avec l'eau chaude dedans et on prenait l'eau de bain, on nous lavait les cheveux. C'était merveilleux. Ça, le fait d'être élevé dans une famille, comme vous dites dans votre livre, modeste, vous pensez que ça a contribué à vous donner une solidité dans l'analyse des choses? Oui, parce que j'ai pas été élevé dans l'argent et on m'a fait comprendre la valeur de l'argent. C'est-à-dire, j'ai toujours su que c'était difficile. Il y avait des mois où on achetait à manger à crédit la dernière semaine. On faisait marquer à l'épicerie du village, puis ma marraine était la boulangère. Et puis après, quand ma petite mémie avait sa paye, elle passait payer tout le monde. Donc je sais ce que c'est de manquer, puis on faisait attention à tout. Moi, je finissais les vêtements de ma tante qui avait que 4 ans de plus que moi. Mes premières belles robes, je les ai eues à 12-13 ans, toute seule. Pour mon anniversaire, ma première robe, je l'ai eue à 13 ans. Je la revois, elle était bleue en percale. Je me souviens de ma jolie petite robe bleue. Et le succès n'a pas endormi tout ça? On avait un vêtement neuf à Pâques et un vêtement neuf à la rentrée. Vous voyez, les chaussures d'hiver à la rentrée et les vêtements d'été pour Pâques. Il y avait le vêtement du dimanche. Sinon, pour la semaine, je finissais les affaires de ma tante et ma soeur finissait mes affaires. Et je ne suis pas la seule famille qui élevait leurs enfants comme ça. Je suis né en 1944, c'est après la guerre, on n'avait pas le choix. Puis il n'y avait pas les grandes surfaces comme aujourd'hui. Attention, hein. D'ailleurs, vous racontez on allait à la ville pour acheter nos chaussures. C'était toute une épopée d'aller à la ville le samedi. D'ailleurs, vous dites que vous n'aviez qu'une paire de chaussures. Ah bah l'histoire, et que voilà. D'anglais en 6e, j'ai eu honte, la honte de ma vie. Donc racontez-nous un petit peu. Elle me vire parce que je portais des pantoufles, mes chaussures étaient chez le cordonnier, ma petite mamie n'avait pas de monnaie pour aller les chercher chez le cordonnier, elle ne pouvait pas le payer, c'était en ville. Alors j'étais à l'école en vélo, et en regardant mes petites pantoufles, elle me voit, je suis au premier rang, elle me voit, elle arrête le cours et devant tout le monde, elle m'engueule. Depuis quand on vient à l'école dans une tenue pareille? J'avais honte. Hein. J'avais honte, vraiment, elle m'a fait la honte de ma vie. Ça reste un des trucs comme ça. Puis tu peux pas dire tout est faux, mais ma petite mémé, ouvrière d'usine, elle n'a pas pu encore aller chercher les chaussures chez le cordonnier, bon. Et voilà. Comme qu'on peut faire du mal à un enfant. Et ça s'appelle la différence sociale. C'est comme du racisme. C'est ce que vous dites, le racisme social. Moi, j'en ai profité pour expliquer dans mon livre que des événements comme ça, le racisme social te rend universel dans la tête. Parce que moi j'ai eu des souffrances de différences sociales à la ville, on te mettait à côté d'enfants de bourgeois, ils te faisaient bien remarquer que tu étais une plouque, hein, quand tu venais d'un village savoyard, tu n'étais ni d'Annecy, ni d'Évian, ni te nommer d'un petit bled. Ça commence comme ça, hein, les inégalités. Et c'est vrai que très tôt j'ai défendu, moi, les inégalités, j'ai jamais aimé ça. J'ai toujours défendu les copains qu'on ennuyait, quoi. Qu'ils soient noirs, arabes, ou... J'ai horreur de ça, je ne supporte pas. Et après, lorsque vous avez été connu, est-ce que vous avez pris du plaisir, justement, à ce que les gens viennent vers vous?
Non, quand on commence à être connu, on a tellement de problèmes d'adaptation et de travail surtout, parce que la scène, on ne sait pas le faire. Il y a tout à apprendre. C'est pas parce que tu sors un disque et que tu vends des disques que tu sais tout faire. Il y a tout un passage incroyable qui paraît. Ça fait haut la montagne. Hein, il y a beaucoup de difficultés. Donc c'est pas vrai qu'on est content, on est affolé. On est paniqué, affolé, on a peur, on est très nerveux, on a du mal à accepter l'amour des gens parce que c'est trop. Et c'est pas facile à vivre. Vous avez un mauvais souvenir par rapport à ça? Mes mauvais souvenirs, c'est la trouille que j'avais avant d'aller en scène. C'était terrible, ça me faisait donner envie de vomir. Je me tordais le ventre, j'étais vraiment mal. J'étais blême, je transpirais, j'avais mal au ventre, des crampes d'estomac, les genoux mous. Tu dis, je vais jamais arriver à chanter. J'étais terrorisé parce que je n'avais pas de savoir-faire. Alors finalement, le trac, qu'est-ce que c'est? C'est la peur de soi-même et de son manque d'expérience. Et on a peur de faire des actes manqués professionnellement sur scène. Et on est terrorisé. Donc il y a tout ça à apprendre, à faire taire ses peurs, à grandir, à comprendre ce qu'il y a à faire chaque jour sur une scène. Chaque soir que je sortais, j'en reparlais avec mes musiciens. Tu te couches le soir, tu remets en mémoire ce qui n'a pas été. Mon Dieu, t'es traumatisé, il faut recommencer le lendemain. C'est pas facile. Et moi j'ai mis 10 ans à être heureuse sur scène. Et aujourd'hui, vous n'avez plus du tout de trac? Non, j'ai pas. Si, ça peut m'arriver. Je sais pas pourquoi. Mais en général, non, j'ai du bonheur d'y aller. C'est un épanouissement maintenant. Comme j'ai le métier, c'est épanouissant. C'est une autre aventure. C'est le plaisir de retrouver les gens et la communication, l'amour qu'ils vous renvoient? Non, c'est de voir que c'est plein. À chaque fois, je suis surprise. Je dis, ben, c'est complet. Je dis, à propos, ça marche, là? Mais c'est complet. Ah bon? Oh, c'est sympa, on n'est pas venu depuis 4 ans, ils m'ont pas oublié. Alors, ben, il faut toujours garder cet étonnement. Si tu n'as pas l'étonnement, si tu crois que tout est acquis, je crois que tu es déjà à moitié foutu si tu penses ça. Jamais il faut vous que ça n'avez reste toujours une surprise, le rendez-vous que tu donnes aux gens. Parce que moi, j'en sais rien s'ils vont venir ou pas. Mais j'ai toujours peur. C'est ça dont j'ai peur. Qu'ils soient pour rendez-vous. C'est plus la même peur. Oui. N'est-ce pas? Mais s'il manque 3 rangs, que c'est pas tout à fait plein, c'est pas grave. Je chantais comme s'ils étaient 4000 au lieu de 800. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me dérange pas du tout. C'est pas mon problème. Parce que pour ceux qui sont là, je vais me défoncer. C'est à propos de producteur, le fait que ce soit plein ou pas plein. L'artiste doit même pas s'en mêler, mais c'est quand même mieux de chanter devant une salle pleine qu'une salle à moitié vide, comme on dit. Hein. Mais c'est vrai, le trac, c'est la peur de soi-même, finalement. Hein. Même à l'époque de l'Olympia, en 75, vous n'aviez pas ce sentiment d'être, pas blasé, mais enfin moins surprise par le fait que les gens soient... C'est la première fois que je le faisais, 3 semaines en vedette. Je l'avais fait qu'un soir avant, et avant avec Adamo. Non, j'étais tout à mon action de travail. Non, vous savez, c'est beaucoup de travail hein, que de faire une rentrée à Paris. Donc on est absorbé par l'élaboration du travail. Puis c'est un travail d'équipe. Là, mardi soir, par exemple, ça y est, j'ai fixé le rendez-vous. Nous voyons avec mon pianiste et mon batteur, on remet à plat tous les arrangements. On est en train de travailler sur nettoyer les arrangements, les remoderniser, et garder les choses essentielles qui font que la chanson existe. Il ne faut pas non plus abîmer les gimmicks qu'il y a derrière une chanson, les arrangements, il ne faut pas tout nettoyer, il faut garder certaines choses qui sont indispensables à la chanson. C'est ça le plus difficile. Élément le soleil, si j'enlève hier, pam, pam, padatan, les cuivres, ça amène la mélodie derrière. Ce petit truc de cuivre qui est là, qui est un peu jazzy, je ne peux pas l'enlever, c'est pas beau si je l'enlève. Parce que les gens l'ont dans l'oreille, ils ont envie de l'entendre, c'est leur gimmick à eux. Et, par exemple, je prépare un medley, là, j'ai enfin réussi à caser un medley. J'ai tellement de chansons qu'il y va y avoir 2-3 medleys quand même. Donc les medleys, qu'est-ce que c'est? J'attaque par le milieu de la chanson, ça fait un couplet, un refrain, je continue une autre, refrain, couplet, puis je finis par une en entier. Ben, j'attaque, là, comment j'ai fait un medley qui raconte, il faut que ça raconte une histoire, même si c'est pas la même chanson. J'ai réussi un truc super, là. J'ai commencé par j'ai eu des plaisirs d'occasion. Je commence par à quoi sert de vivre libre. Et moi, la fille libérée. Vraiment accru, j'arrive comme ça. Nananananani, je raconte l'histoire. À quoi sert de vivre libre quand on vit sans amour 4 fois, quand on vit sans amour. Et après c'est quand on vit sans amour, bien sûr, badadi, didada. Bien sûr, parfois je suis trop libre. Didadadada. Et je n'entends pas. Oui, ça raconte la même histoire. Et vous avez fait une nouvelle chanson à partir de ça. Vous avez compris? Ben, je l'ai fait en 76, à quoi sert de vivre libre. Et l'autre, je l'ai fait en 68, ma vie c'est un manège. Mais quelque part, ça dit la même chose. Sur la liberté de la femme. Hein, c'est marrant. Donc, et musicalement, ça se passe bien. Alors, le manège, mon Dieu, que ce manège tourne bien. Et je les ai coupés à moitié. Hein. Et là, je fais, le manège tourne bien.
Ouvrons la fenêtre, et tourne bien, et voilà la fenêtre, et laissons tout les s'enchaîne volets parfaitement. clos. Tout s'enchaîne, et par contre, les volets clos, je ne la, comment dirais-je, je n'ampute pas de sa matière, je fais vraiment la chanson en entier. La dernière, on l'a fait en entier. Vous voyez? Et ça me permet de libérer le tour de chant d'une lourdeur, parce que si j'y chante tout en entier, certaines, ça va faire trop long, je vais faire 3 heures de scène, on ne peut pas. Puis c'est un plaisir pour le public d'entendre ses succès tous à la fois. Et sous formule de medley comme ça, vous êtes ravis. Alors Voilà. vous me parliez tout à l'heure hors antenne de tous les disques que vous aviez faits et parfois vous ignoriez que certains étaient sortis à l'étranger, vous ne les aviez pas, etc. Non, je savais qu'ils étaient sortis, mais je n'avais plus le modèle. Je n'ai pas moi le disque. Donc de temps en temps dans les dédicaces, surtout au Salon du Livre, ils m'ont ramené des disques. La version espagnole d'Il Le Soleil, où j'allais beaucoup à Madrid faire des télés, j'allais partout. Et je l'avais pas, je l'ai pas. Donc j'ai dit aux fans, faut me l'envoyer MP3, j'attends toujours, il me l'a pas fait. Et si vous m'écoutez, jeune homme, hein, on s'est vu à la foire du livre à... Oh là là, c'était dans le Midi, en Provence. Courtaison, un autre, je ne sais plus, Tarascon, je ne sais plus le nom de l'endroit. En tous les cas, j'aurais bien aimé avoir Élément le Soleil en espagnol, c'était très joli. Vous vous rappelez d'absolument toutes vos chansons, Non. les phases B Non, j'en ai beaucoup enregistré. Non, j'ai fait 20 albums, et les 45 tours, on en faisait beaucoup, nous, hein, qui n'étaient même pas dans les albums, vous vous rappelez? Tout à fait. Donc, je sais que j'en ai fait 62, il y en a plein que j'oublie, hein, c'est les fans. Oh, mais c'est vrai, j'avais oublié celle. Qui vous les font redécouvrir. Maintenant, les 45 tours, on ne les met pas toutes sur scène, donc il y en a plein que j'ai oubliées, omises, et c'est les fans qui te les rappellent. Est-ce qu'il y a eu des inédits? C'est-à-dire, vous saviez, pour les 45 tours, parfois on enregistrait 3 chansons, on n'en gardait plus que 2 au moment du pressage de la sortie. Non, on ne travaillait pas comme ça chez Barclay, parce qu'ils voulaient qu'on fasse des albums. On faisait des albums, nous, les artistes Barclay, vous vous rappelez? Moi, je faisais des albums. Par rapport à Sylvie, et à Françoise, on faisait des albums, mais à part Françoise et moi, elle ne faisait pas vraiment des albums concepts, ils ont fait plus tard. Nous, tout de suite, on nous a fait faire des albums, vous vous rappelez? Donc, je me consacrais aux albums, il y avait du boulot pour trouver les chansons, fallait travailler quand même, et plus les 45 tours, c'est vrai qu'on vendait moins. Ils nous faisaient rentrer en studio, t'es quand là, on relâche? Oh ben je passe 4 jours à Paris, change mes valises, je repars. Ah non, je t'ai mis une chanson de côté, faut que tu me refasses un petit 45 là, parce qu'on a du mal avec le dernier là. Bon, alors on va te la faire ta chanson. Puis voilà, c'était alimentaire les 45 tours. Mais on avait cette joie, les artistes de ma génération, de pouvoir mettre ce qu'on aimait en face B. Voilà, c'était on choisit, il y avait 50% de la maison de disque, 50% l'artiste, parce qu'il écrivait il était écrit dans nos contrats, et malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, et c'est là où je trouve que c'est dommage pour les artistes. Les titres seront choisis d'un commun accord. Aujourd'hui, il n'y a plus cette clause-là, et on impose tout aux jeunes artistes. Ceci dit, ça peut être difficile de choisir d'un commun accord, il peut y avoir des différences d'envie et d'opinion. Non, c'est 50-50 avec Barclay. Bon, tu me fais celle-là, je te fais l'autre derrière. Moi, Ma vie c'est un manège, j'en voulais pas. Finalement, quand le texte a été fait, c'est moi qui ai eu l'idée de Ma vie c'est un manège. Parce que la fille qui l'a écrit avait écrit avant, venez sur ma grand roue. Allez, venez sur ma grand roue. Venez aujourd'hui, c'est la fête. J'ai dit, ouais, d'accord. Tu ne veux pas non plus m'emmener comme marraine de la Foire du Trône, on rigolait. Et c'est là que j'ai trouvé l'idée, oui, Ma vie c'est un manège, parce qu'elle a écrit la grand roue. Vous voyez, comme quoi rien n'est à perdre. Quand on écrit, ça s'amène. Les métaphores, vous voyez ce que je veux exprimer? Et c'est grâce à son premier jet d'écriture que je lui ai donné le titre. Après, elle a pu écrire, elle a été très douée. Anne Grégory qui a écrit la musique aussi. Elle avait énormément de talent. Et au doigt à l'œil, elle partait, c'était écrit dans la nuit. Et voilà, j'ai bien rigolé en l'enregistrant parce qu'il y avait ce texte qui était amusant. Et en deuxième partie, on a fait Saint-Germain-des-Prés de Michel Legrand et Barclay, qui était pianiste de jazz. Et voilà, donc moi je me faisais plaisir avec une ambiance Miles Davis pour la phase B, et puis je faisais le manège pour la maison de disque qui était ravie. Et la phase B n'était pas programmée ou n'était pas jouée en télé? Mais si, j'ai fait Jean-Christophe Everty, j'ai fait le Grand Échiquier, parce que justement, pour faire Grand Échiquier et Jean-Christophe Everty, il fallait des chansons comme la phase B. Parce qu'ils étaient beaucoup plus friands de ce genre de musique que des chansons populaires que je n'ai pas enregistrées. Vous comprenez ce que je veux exprimer? Absolument. Voilà. Ça me permettait d'avoir accès à des choses plus culturelles, entre guillemets. Justement, vous avez eu la chance d'avoir à la fois ce côté populaire et d'être une chanteuse en même temps reconnue par le sérail et par les intellectuels comme le Grand Échiquier. Ça, c'est une chance. Oui, peu d'artistes ont eu cette chance. Tout à fait, j'avais cette chance-là d'être aidé par les artistes
auteurs, compositeurs, interprètes qui pouvaient faire leur invité. Vous vous rappelez, le Grand Échiquier, tu avais un invité d'honneur. Moi, j'ai fait les Thierry Leluron, il m'invitait tout le temps. J'ai fait les Léo Ferré, il m'invitait. J'ai même chanté avec le temps avec lui, il m'accompagnait au piano. C'était un bonheur. Oh, j'étais traumatisé, je dormais pas de la nuit. Mon Dieu, le grand Léo, il veut que je chante avec le temps. J'avais les mains sur ses doigts, j'ai pu placer ma voix témoin, il en faisait des kilos de notes. Mais c'était une émotion extraordinaire. Il ferme les yeux pendant que je chantais. Oh, t'as un vieux lion qui fait « Oh, j'ai des souvenirs. Ça n'a pas de prix, ça. » Justement, est-ce que vous êtes vraiment toujours consciente de ça? Qui m'accompagne dans la solitude, puisque je rentre de tourner avec lui, je décide d'enregistrer la solitude dans mon album, qui me dit « Eh salope !» comme ça. « Oh salope, ton tempo est mieux que le mien. » Mais c'était chou. C'était sa façon de me dire « C'est bien ce que tu as fait de ma chanson. » On était assez copains, frères et sœurs, pour qu'il me parle comme ça. Mais j'ai adoré travailler avec Gilbert. C'était un feu d'artifice jour et nuit, ce Gilbert. Alors quand t'allais au restaurant, quand il nous invitait au restaurant, t'avais droit du château de la Tour, t'avais droit... C'était la classe, quoi. Il avait la réputation d'être autoritaire, quand même. Il avait la réputation d'être très autoritaire. Non, il était très professionnel. Il répétait à 14h. À 14h, il était au théâtre. Moi, il m'avait prêté ses musiciens, je venais répéter aussi, parce qu'il essayait ses nouvelles chansons. Il composait au théâtre en tournée. Il avait une idée la nuit, il venait le matin. Il est ouvert quand, alors, la salle, là? Il venait déjà travailler. C'était un amoureux de son métier, un grand de la scène, un arlequin, vraiment un homme. Moi, je l'ai vu à l'Olympia, là, un an avant qu'il ne parte. J'ai pleuré, vous savez, parce qu'il avait eu sa pompe à chimiothérapie le matin, et le soir, il tapait sur son piano comme un grand qu'il était, comme si rien n'était. On se partageait le même chef d'orchestre les dernières années, Daniel Carlet, qui a fait longtemps partie de mon équipe musicale, celui qui m'a réalisé les volets clos, et qui m'a fait tous les arrangements. Et donc, ça nous avait bien rapproché, mon petit Gilbert. La photo qu'il y a dans mon livre, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il est venu nous écouter chanter. À la Cigale, on était pour les Voix de l'Espoir. Il est venu voir toutes les filles, il nous a donné des roses à toutes. Il a été... Ah. Je tenais à mettre cette photo dans le livre. Je trouve que c'était une belle idée. Non. Absolument. Hein, elle est belle, absolument, cette photo. Quel courage il a eu. Et je déplore que ce système d'aujourd'hui ne lui fasse pas plus honneur. Je trouve qu'on n'entend plus. Il n'y a pas de documents télévisuels sur lui qu'on passe. Je trouve ça dommage. Le problème, c'est que les décideurs sont des gens jeunes qui ne sont pas forcément... Non, mais toutes les chansons, les tubes qu'il a eu, mais le patrimoine... Vous vous rendez pas compte. Il a été repris en anglais avant My Way. Les titres Maybe. Elvis l'a enregistré, Sinatra. Vous connaissez? L'instant fragile. Je t'appartiens. Let it maybe. Et What Now My Love? What Now My Love? Je suis désolé quand même. C'est un grand monsieur, Gilbert. Mondial. Moi, quand j'étais à Moscou en 68, 69, on savait déjà qui était Gilbert Bécaud. Vous êtes nostalgique de cette période, non, de cet état d'esprit Non, moi j'ai des souvenirs truculents dans ma tête et dans mon cœur, et je les garderai dans mon cœur tout le temps. Non, il y en a de la vie est comme telle, il faut avancer avec ces moments. Non, moi je suis très curieuse de l'époque, je m'intéresse à l'électroacoustique, j'aime beaucoup ce genre de musique, puisque mon fils en fait. Je m'intéresse à tout ce qui se passe, je vais aux concerts, j'adore Amy Winehouse, j'adore Portichet, j'adore Björk, j'étais la voir, moi j'aime bien les gens originaux qui amènent quelque chose de nouveau. Je suis retourné voir Tina Turner, quel bonheur ça a été, et voilà, non, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe, et puis je suis d'aujourd'hui, moi. Moi, chaque matin que Dieu fait... Pas tourner vers le passé. Non, moi, chaque matin que Dieu fait, je suis une gourmande de la vie. Donc, faut pas la louper, la vie. C'est pas en restant toujours regardant en arrière qu'on va l'apprécier. La vie, elle est belle et bonne chaque jour. Quand on a la chance de vivre grâce à la musique, ce qui est mon cas, quand on a la chance d'avoir le privilège d'attraper un micro et d'aller dans la lumière, et d'avoir des gens autour de soi magnifiques, qui ont du talent et qui t'entourent et qui t'encadrent et qui t'aident à continuer à faire ta route. Quand on a la chance d'avoir un public, quand même encore un public, mon Dieu, ça n'a pas de prix. La nostalgie, c'est bien, mais ça doit juste remplir le cœur. Voilà. Parce qu'on ne va pas cracher sur ce qu'on a vécu quand même. C'est ce qui fait qu'on existe, c'est toutes ces forces additionnées, tous ces souvenirs, tous ces moments magnifiques, toutes ces rencontres qui nous ont nourris. Et puis aussi, c'est le battement de cœur avec le public, quoi. Si tu n'as pas la notion de ça, si tu ne sais pas dire merci. Et moi, je crois à chaque fois que c'est un miracle.
Chaque fois que je quitte une scène, que ça a bien marché, oh là là, c'était bien, puis c'était content. Hein. On rentre dans la loge avec mes filles, avec mes choristes, et elles ont les yeux qui brillent, elles ont vu que ça a bien marché, elles sont heureuses, alors, pas besoin de se le dire, hein. On se regarde, comme on a l'œil qui brille, comme par hasard, on se couche plus tard ce soir-là, l'histoire de grand miracle, quand c'est beau. Quand vraiment le son était parfait, les lumières magnifiques, tout a été beau. C'est pas tous les jours hein, qu'on fait ce miracle. Eh bien, on est heureux quand même. Et ça, c'est l'instant présent, c'est pas la nostalgie. C'est ça le sel justement de votre vie, cette alchimie, ces moments de bonheur intense après un gala où on a vraiment communié avec le public, où on a vraiment été. C'est ça qui vous. Ben, c'est ce qui me fait continuer. Cela étant, moi, continuer à chanter à 80 ballets, ça me fait un peu peur. J'ai déjà mal au dos, mal partout, à quel état je vais être. Et je pense que la voix change, c'est naturel et humain. Hein, les fonctions s'amoindrissent, on vieillit. Les femmes, c'est plus flagrant, entre guillemets, que chez les hommes, puisqu'il y a tout ce processus hormonal qui rentre en jeu pour la couleur de la voix. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir une voix sombre, une voix d'airain, une voix médium, et quand même encore avec des aigus, bien sûr. Donc, je peux encore travailler sur cet esprit de voix chaude et colorée. J'ai cette chance-là. Pour les chanteuses qui ont des voix plus perçantes, plus aiguës, c'est plus amoindrissant hein, de vieillir. Mais je pense que lorsque je serai fatigué, que j'aurai plus la voix telle que je la comprends, j'arrêterai quand je pourrai plus. Quand j'aurai plus à donner la chose satisfaisante au public. Il faut que le public reconnaisse ce qu'il a aimé. Si tu commences à ne plus être ce qu'il a aimé, il faut s'en aller. C'est comme dans les divorces.